Salut à tous, c'est Julien au guidon de ma CB650F et c'est de elle qu'on va parler. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur ma moto après 3 ans et 30 000 km à ses côtés. Alors ça va devenir une habitude à chaque automne, je vais vous parler de la moto. Je vous avais fait la vidéo des 1 an, c'est d'ailleurs une des plus vues sur cette chaîne YouTube. Je vous avais fait la vidéo des 2 ans. Au printemps, j'avais même fait la vidéo sur la grosse révision, la révision majeure des 24 000 km. Et aujourd'hui, automne 2018, on se retrouve pour les 3 ans de cette moto que j'ai achetée neuve à l'automne 2015. Et pour vous faire un petit rappel, automne 2015, c'est là où j'ai obtenu mon permis A. Avant, j'avais juste la formation 125 cm3 et je m'exerçais au guidon d'un 2 roues qui était un scooter Honda PCX 125 si vous voulez tout savoir. Et voilà, le plein est fait, on va pouvoir parler pendant 350 km. Et oui, parce que ce que j'apprécie vraiment sur cette moto, c'est son autonomie. Le réservoir est de 17,3 litres. Conso moyenne, on va dire mixte avec un peu de ville, c'est 5 litres. Mais il y en a certains qui vont vous dire qu'au bout de 200 km, ils doivent faire le plein. Je ne sais pas trop comment ils roulent, ils sont peut-être tout le temps à 10 000 tours minute avec leur moteur. Mais quand vous avez une conduite cool, 3-4 000 tours, vous avez vraiment cette autonomie. Honda, je crois, annonce 4,6 litres ou 4,3 litres. En tout cas, l'autonomie annoncée correspond vraiment dans les faits à ce que vous aurez avec cette moto. Et donc cette moto, justement, pourquoi je l'ai achetée, ça c'était l'objet de la vidéo des 1 an, donc je vous invite à la regarder. Je sais, le son est pas terrible, c'était mes premières vidéos, mais normalement le message que j'ai voulu diffuser a été compris. À l'époque, la moto star, la moto que tout le monde voulait, le roadster qui se vendait le plus, c'était la MT-07. Et 3 ans après, rien n'a changé, c'est toujours la MT-07. Regardez sur YouTube, tout le monde a cette moto. Donc forcément, j'ai hésité moi aussi à prendre cette moto, donc en version non bridée, version full. Alors c'est pas tout à fait les mêmes motos, même si c'est des roadsters. La MT-07 c'est un bicylindre, là on a un 4 cylindres. La MT-07 est moins puissante et plus légère, un peu moins chère aussi. Mais elle est beaucoup plus nerveuse du fait justement de son côté bicylindre. Vous avez la puissance plus vite, plus tôt, alors qu'un 4 cylindres, il faut monter dans les tours pour avoir la puissance. Et après 3 ans, est-ce que je regrette mon choix? Eh ben pas du tout. Déjà parce que la MT-07, on en voit partout. Je suis vraiment content d'avoir pris une moto qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, il n'y a rien d'exclusif, vous allez au concessionnaire Honda, vous pouvez repartir avec la moto, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une moto qui fait rêver, c'est pas une moto que les gens ont en tête quand il s'agit de parler d'un roadster de moyenne cylindrée adapté à des débutants. C'est vrai qu'au départ j'hésitais un peu avec cette CB650F, c'était un peu la plus lourde de mon classement, la plus chère, la plus puissante, et finalement je me disais une CB500F toujours chez Honda, c'est à peu près la même chose, mais en moins cher, en plus léger, en plus bas et en moins puissant. Et là, clairement, ça aurait été une erreur. Autant ne pas prendre la MT-07, c'était un bon choix. Autant si j'avais pris la CB500F, ça aurait été une erreur car j'aurais rapidement plafonné. Au bout d'1 an, 2 ans, je pense que j'aurais fait le tour de la moto, notamment par sa puissance, donc qui est compatible permis à 2 sans bridage. Donc elle fait 47 chevaux, 35 kW. Alors que là, avec cette CB650, effectivement, ça ressemble, ça reste un roadster, mais c'est un peu plus gros, un peu plus lourd, un peu plus cher et surtout beaucoup plus de puissance. Mon modèle 2015 il est à 87 chevaux et à partir de 2017 elle est passée à 91 chevaux. Donc le bon point pour moi c'était justement le style, le look, la rareté et le fait que ce soit un 4 cylindres avec cette puissance qui se délivre progressivement et non pas de manière brutale comme avec une MT-07 par exemple. Un autre point que je trouvais sympa, c'était la partie tableau de bord sur le devant avec ces 2 petits écrans. Moi, ce que je n'aimais pas, c'était les tableaux de bord hybrides qui mélangeaient l'analogique et le numérique, avec une partie aiguille et une partie numérique, comme sur la dernière ER6N. Alors certes, aujourd'hui, 2018, bientôt 2019, on s'attend à avoir beaucoup d'indications, notamment un tableau de bord avec écran LCD qui change de couleur en fonction de la luminosité, un indicateur de rapport engagé, température, indicateur sur la température par exemple. Ce sont des informations qu'on ne retrouve pas sur cette moto, mais il faut bien replacer ça dans ce contexte. C'est une moto qui est sortie en 2014.
Et si on passe maintenant sur un défaut, toujours par rapport à l'avant de la moto, il faudrait signaler les vibrations. Vibrations assez importantes d'ailleurs, vous avez la petite prise USB ici. Je vous avais expliqué sur le blog un petit peu mes galères pendant toute une période. La prise ne tenait que 3 mois, après elle cassait. C'était clairement dû aux vibrations du guidon. Et d'ailleurs, pour le millésime 2017, Honda a annoncé justement un steel and block modifié pour réduire les vibrations. Preuve qu'il y avait bien un souci sur cette génération-là de moto. Donc beaucoup de vibrations. Si on recule un petit peu sur la moto, il y a la position de conduite, la position du pilote. Je la trouve très agréable. Le réservoir pour contenir les 17,3 litres est quand même assez large. Donc vous avez les jambes bien autour du réservoir. Vous avez un petit élément aussi rugueux de part et d'autre pour bien caler les genoux. Quand il y a des bosses, là c'est un petit peu le cas, vous avez tendance à sauter et à ravancer un petit peu. Il y a un protège réservoir au niveau de l'entrejambe qui est siglé CB650F, un petit peu caoutchouteux aussi, donc c'est pas mal, c'est des petits effets de style, ça évite d'acheter un protège réservoir. Autre élément, et là c'est plutôt dans le chapitre des défauts, c'est la selle. Si vous conduisez 1 heure, 2 heures, pas de souci, vous êtes assis sur la moto, ça va. Quand vous conduisez longtemps, quand vous faites des balades sur la journée, la selle n'est pas très confortable, mais finalement, quelle moto aurait une selle confortable? Alors c'est la selle d'origine, je n'ai pas investi dans une selle confort, ça existe, vous comptez 200, 300 euros. Peut-être que c'est un investissement à faire quand vous achetez la moto, que vous projetez sur la durée. Là, ça fait quand même 3 ans que je l'ai. On va pas parler de la conclusion, mais je me projette pas 3 ans de plus avec cette moto, donc acheter la selle confort maintenant, c'est un petit peu dommage. Après 30 000 km, il aurait mieux fallu le faire en début, quand vous achetez votre moto directement. Et si on descend un petit peu plus, on arrive aux pneus. Les pneus d'origine, c'est des Dunlop D222 Max de mémoire, et c'est une référence que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce, qui est réservé aux constructeurs quand ils livrent les motos. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, ils se doutent bien que les propriétaires de cette moto, ils vont devoir changer les pneus, prendre une autre référence, et forcément vous allez acheter mieux. C'est des 222, quand vous les avez, vous dites oui, bon, c'est des pneus, soit ça fait le boulot, mais finalement quand vous les comparez à des références un peu plus connues comme les pilotes Rod 4, les Rod 5 ou autres, là vous sentez vraiment une différence, et c'est à ce moment là que vous vous dites ah oui, finalement ces D222 ils sont pas terribles du tout. Très mauvaise adhérence dès lors que ça a un petit peu mouillé, ça va glisser. Bref, je trouve ça dommage. Honda pourrait proposer par exemple un petit forfait premium pour 100 euros de plus. Vous repartez avec une paire de pneus neufs mais d'une grande marque. Car là, quand vous avez acheté la moto, vous avez des pneus neufs, et ben forcément vous allez les laisser, vous n'allez pas changer les pneus. Donc ça, petite déception. Je sais bien que ça permet de faire baisser les coûts, mais voilà, hein. Les pneus posés, montés, c'est 250 euros. Donc si c'est fait directement d'usine, une centaine d'euros, c'est suffisant. Au niveau des freins, du freinage avant-arrière, c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de parler. Et justement, j'ai envie de dire, j'ai rien à dire. Je trouve que ça freine bien. Moi, effectivement, à l'avant, je freine principalement de l'avant avec un doigt, 2 doigts, j'écrase la poignée et ça freine très bien. Double disque à l'avant si je me trompe pas. Non, je sais que je me trompe pas, hein, c'est une figure de style. Donc double disque à l'avant, pour moi ça va, pas de souci. Les pros peut-être vous parleront des durites et autres, mais rien à déclarer pour un motard lambda que je suis. Également les suspensions, certains vont trouver que ça bouge beaucoup, que ça secoue beaucoup à l'avant, notamment que c'est un petit peu mou. Soit, c'est un peu comme la selle, hein, je vous ai dit, la selle n'est pas confortable, mais est-ce qu'une moto doit être confortable? Là, j'ai envie de dire, les suspensions ne sont pas forcément très dures, mais est-ce qu'elles doivent être dures? Donc là encore, je ne suis pas forcément très légitime pour vous donner mon avis sur les suspensions, le freinage. En tout cas, pour un motard lambda, ça fait le boulot comme il faut. Pour conclure sur cette première partie de la vidéo sur l'aspect mécanique de la moto, aucun souci de fiabilité, aucune panne, aucun problème, elle n'est jamais allée au garage de manière non intentionnelle. Pas de souci, moi effectivement je suis tombé avec une fois, elle s'est légèrement rayée, mais aucune casse, tout fonctionne comme il faut. Pas de problème de fuite d'huile, de fuite du bocal de liquide de refroidissement ou autre, pas de problème de vis qui se serait dévissée. Bref, pas de problème, et c'est un petit peu ça qu'on attend d'une Honda, c'est d'avoir une moto qui est fiable.
homogène, qui peut-être ne fait pas fantasmer les petits jeunes, mais qui en tout cas fait le boulot et fait bien le boulot. Donc la promesse Honda a été remplie. En tout cas, moi, ça correspond bien à ce que j'attendais d'une moto du constructeur japonais. Effectivement, si j'ai précisé constructeur japonais, la moto, elle n'est pas construite au Japon, c'est de Thaïlande. La plupart des pièces viennent de Thaïlande, dans des usines. Voilà, la plupart des constructeurs japonais, Kawasaki, Yamaha, font aussi produire leurs motos en Thaïlande, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous proposer de répondre à 3 questions. La première, ça va être si aujourd'hui j'étais débutant, si je venais d'obtenir mon permis, est-ce que je choisirais cette CB650F? La deuxième, c'est aujourd'hui avec mes 3 ans d'expérience, est-ce que je garderais cette CB650F pour avoir un roadster adapté à des personnes qui commencent à avoir une petite expérience? Et la troisième question, c'est si maintenant, après 3 ans de roadster, j'ai envie de passer sur d'autres types de motos, vers quoi je m'orienterai? Alors, si aujourd'hui j'étais jeune permis, est-ce que je prendrais cette CB650F? Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune permis, vous êtes forcément permis A2, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai démarré tout de suite au permis A. Donc, premier élément à prendre en compte, permis A2 obligatoire aujourd'hui. Et il se trouve que cette CB650F, au catalogue en neuf, elle est plus disponible en permis A2. Vous pouvez l'avoir en permis A2, mais d'occasion. Et c'est vrai que moi, dans mes critères, je souhaitais avoir une moto récente, moderne, avec ABS notamment, et le budget me permettait d'avoir une moto neuve. Donc je pense qu'aujourd'hui je resterai sur cette stratégie et je serai à la recherche d'une moto disponible en neuf au catalogue. Donc forcément CB650F, non. Et moi, mon avis, c'est de ne pas prendre une moto qui soit bridée, donc une moto plus puissante, qui a été bridée pour être compatible avec le permis A2, car l'intérêt d'une moto bridée, c'est de pouvoir la débrider. Et bien souvent, quand vous avez une moto qui est bridée, vous n'osez pas la débrider à cause de la revente. Vous vous dites, si je la laisse brider, elle se vendra plus facilement que si elle est débridée. L'acheteur potentiel devra faire des frais pour la rebrider. Donc mon avis, non, ne prenez pas une moto puissante qui soit bridée, prenez une moto adaptée à votre permis. Il y a toute une gamme maintenant de 300 ou 400 cm3, notamment CB300R, Z300, NT03 et Villepilène 401 qui sont des motos qui sont compatibles permis A2 sans aucun bridage. Moi, elles ont été conçues, adaptées pour les jeunes permis. Donc ça, c'est mon conseil. Et c'est vrai que c'est des motos finalement qu'on voit peu encore. C'est vrai, c'est une nouvelle génération de motos. Les constructeurs ont dû s'adapter à cette réglementation européenne sur les permis A2. Bref, mon conseil pour les jeunes conducteurs, ne prenez pas une moto bridée. Deuxième question auquel j'ai envie de répondre aujourd'hui, c'est maintenant, après 3 ans, avec ce roadster, avec cette CB650, est-ce que finalement je la conseillerais à quelqu'un qui a déjà une première expérience? Par exemple, quelqu'un qui a pris une 300 ou une 400 cm3 et qui a envie de passer à plus gros avec son permis A. Et bien là aussi, je ne vais pas forcément vous la conseiller. Si vous avez fait 2 ans avec une moto de 35 kW, que vous avez de l'expérience, que vous avez envie de prendre plus gros, si vous arrivez sur cette moto là, finalement vous n'allez pas vraiment sentir une très grosse différence. Il y en a beaucoup après 2 ans ou 3 ans, voilà, une fois qu'ils se sentent prêts à passer un cap, ils vont prendre des motos plus puissantes. Par exemple chez Kawasaki on a la Z900, MT-09, les Triumph Street Triple par exemple, qui sont des roadsters un peu plus puissants, un peu plus haut de gamme. Mais ça, c'est vraiment des motos adaptées quand vous avez une première expérience. Et c'est vrai que c'est un peu dans ça que je me projette. Si aujourd'hui, malheureusement, cette moto, si on me la volait cette nuit, s'il y avait un grave accident, si je ne pouvais pas continuer à rouler avec, et qu'il fallait que je change de moto, je n'irais pas chez Honda reprendre cette CB650F. J'aurais envie d'un peu de nouveauté, j'aurais envie de monter d'un cran dans la gamme des roadsters. Bref, des roadsters, mais un peu plus puissants. Mais comme je vous ai dit, ce discours, c'était si je devais changer de moto aujourd'hui, parce qu'on me retirait celle-ci aujourd'hui, après 3 ans, avec cette CB650F. J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour. Je ne suis pas allé au maximum de ses capacités. Alors certes, j'ai voyagé un peu partout, en France, dans les Pyrénées, dans les Alpes, j'ai fait beaucoup de balades. Je me suis jamais senti limité. À aucun moment, je me suis dit, ah mince, avec ma moto, je peux pas aller où j'ai envie d'aller, en tout cas sur la route.
Et il y a quand même 87 chevaux, 91 avec les derniers millésimes. C'est quand même pas mal. C'est une moto qui fait un peu plus de 200 kg. Alors certes, c'est pas un poids plume, mais c'est pas non plus l'équivalent des 240 kg des anciennes Bandit ou des anciennes Z800. Par exemple, là, 206 kg, 208 kg à peu près, tout plein fait. Je ressens pas encore de lassitude pour la changer. Là, on est à l'automne, c'est pas la meilleure période pour vendre une moto, donc clairement, à court terme, j'envisage pas de m'en séparer. La question se posera en 2019, je pense. Donc 2019, c'est très bientôt. Et c'est là, on va venir à la troisième question que j'ai envie de répondre aujourd'hui. Si je devais changer de moto, est-ce que ce serait pas pour changer de catégorie de moto? Sans surprise, vous avez vu toutes mes balades, tous mes discours que j'ai pu vous faire durant ces 2 années et demie sur YouTube, sur Instagram, sur le blog. C'est plutôt le trail qui serait le type de moto qui me conviendrait le mieux. Clairement, ça va pas être la sportive. Là, c'est pas une surprise si je vous dis que les sportives, c'est pas ce qui m'attire. Le trail, mais pour moi, le trail, c'est des motos hybrides. Il faut qu'il y ait des aptitudes supplémentaires par rapport à un roadster de route. Un trail routier, ça ne me plaît pas. Moi, je veux un trail avec des aptitudes off-road. Alors, certes, si vous voulez vraiment faire de l'off-road, il faudra changer les pneus. Et les pneus off-road ne sont pas des pneus de route. Et voilà, dans ma recherche de trail l'an dernier déjà, à l'occasion des 2 ans de la moto, je vous citais par exemple la Tiger 800 modèle 2018 qui avait été renouvelée. Il y avait la KTM Adventure 790 qui était présentée sous forme de concept et qui va enfin être commercialisée pour le millésime 2019. Donc ça, c'est des motos qui moi m'intéresseraient. Je parle bien au conditionnel, notamment par rapport à leur poids qui reste assez contenu. Quand on regarde une Africa Twin ou des R1200 GS de chez BM, c'est très très lourd, mais c'est encore une gamme plus pour les quadras, les quinquas, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi qui suis jeune trentenaire, hein, on va pas trop le dire trop fort, bon, je reste assez jeune et je m'oriente plutôt vers des motos typées jeunes et pas encore des motos de papy. Donc moi, voilà, une moto, il faut qu'elle reste légère, c'est l'autonomie. C'était en introduction de cette vidéo, je veux une très bonne autonomie, au moins 300, là j'ai 350, si je pouvais avoir 400 km d'autonomie, ça me ferait plaisir. C'est vrai que quand je regarde chez BMW, par exemple les F850, il me semble qu'elles ont un réservoir que de 15 ou 16 litres, donc ça me paraît assez faible. J'ai pas envie de perdre en capacité de réservoir et de perdre en autonomie. Finalement, j'ai l'impression que le trail idéal n'existe pas encore vraiment. Tiger 800 et Duke 790 Aventure, ça reste des motos qui sont assez chères, surtout que vous avez envie de mettre des accessoires, des pare-mains, des poignées chauffantes, des sabots moteurs en métal qui soient bien résistants contre les pierres. Et voilà, ça fait quand même un budget, on va dire 14 000 € si vous prenez des modèles bien équipés. Sur Roadster, CB650F, c'était 7 000 €. Donc mettre le double du prix, est-ce que ça va me procurer le double de plaisir? Je ne suis pas sûr. À moins de pouvoir aller à l'aventure dans les chemins de terre, dans les chemins caillouteux. Mais là aussi, c'est difficile de rouler... on va lui dire salut. Voilà. De rouler dans ces zones-là, car il n'y a pas forcément de cartographie. Là, vous voyez, j'ai un GPS, j'ai une carte, j'indique l'itinéraire. Si vous voulez aller en off-road, en dehors des routes, eh ben, pas forcément de cartographie, donc ça devient un peu plus compliqué, notamment pour y aller seul. Moi, je roule souvent seul, pas que je suis associable, hein, surtout, ne me dites pas ça, mais c'est qu'il faut trouver des gens avec qui rouler. Là, voilà, il fait beau, je me suis dit, on est en octobre, il a plu très très fort ces dernières semaines, donc je me suis dit, hop, c'est le moment de prendre la moto et de faire un petit tour sans prévenir personne. Quand vous voulez faire une balade en groupe, en général, vous organisez ça plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Et c'est vrai que faire des parties de off-road, partir à l'aventure, il vaut mieux quand même être dans un groupe si jamais il y a des galères en plein milieu de la forêt. Et là aujourd'hui, moi j'ai pas de groupe avec qui participer, donc investir autant d'argent dans une moto que je n'utiliserai pas à pleine capacité, c'est un petit peu gênant. Il y a aussi l'aspect réglementaire, hein. Vous ne pouvez pas rouler n'importe où, c'est pas parce que c'est un chemin de terre et que vous avez une moto adaptée que vous avez le droit d'y aller. Il y a beaucoup de routes où c'est interdit aux engins à moteur. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vous ai un peu tout dit. Alors en bilan sur cette moto, moi rien à déclarer, aucun souci, je suis satisfait. Sur le papier ça me plaisait, au niveau caractéristiques techniques, prix, style, j'étais satisfait et au bout de 3 ans je suis toujours autant satisfait. Quand je la vois dans mon garage, finalement je suis content. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre parce que vous avez
cette moto, cette CB650F. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui l'ont bridé ou qui tombent sur ma chaîne parce qu'ils veulent des infos. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas, les commentaires sont là, faites-moi des retours, posez-moi des questions. Je vous rappelle, moi j'ai pas la version bridée, donc je ne peux pas tout à fait vous répondre sur cette moto, même si je l'avais essayé une petite heure l'an dernier. Si vous avez des suggestions aussi pour moi de motos qui pourraient me convenir, par exemple je sais qu'il y a la Benelli Tracker 502 par exemple, c'est un gros trail maintenant d'origine chinoise à très bas coût qu'on n'entend jamais parler, qui apparemment est une très bonne moto, un très bon trail. C'est ce genre finalement de moto que je ne connais pas et qui des fois, il faut sortir un petit peu des productions japonaises, européennes et se pencher vers des motos moins connues et qui font tout aussi bien le job et qui coûtent beaucoup moins cher. Bref, surprenez-moi si vous avez des suggestions de motos, je suis là, j'y répondrai. Voilà, à bientôt sur YouTube, Instagram, Facebook, le blog, bref, où vous voulez, je serai là. Ça tourne encore, je savais que j'étais en fin de batterie, je me suis dit ça se trouve toute la conclusion est passée à la trappe parce qu'il n'y avait plus de batterie. Non, c'est bon, ça a filmé, j'ai toute la séquence. C'est bon, je vais pouvoir profiter de ma balade maintenant.